Notre conférencier d'aujourd'hui, le professeur Nicolas Bayens, est un jeune et brillant spécialiste de la biomécanique cardiovasculaire, des malformations vasculaires, de l'hémodynamique, des fibroses tissulaires et de la transduction des signaux mécaniques. Je lui laisserai volontiers le soin de vous expliquer tout cela. C'est un peu du chinois pour moi. Il est titulaire de la chaire en physiologie cardiovasculaire et respiratoire de la faculté de médecine de l'ULB. Il a obtenu en 2011 son doctorat en sciences biomédicales et pharmaceutiques au laboratoire de physiologie cellulaire de la faculté de médecine de l'UCL. Ce n'est pas un médecin, comme il m'a demandé de vous le dire. Il est ensuite parti pendant 5 ans à l'université de Yale aux États-Unis pour un post-doctorat au centre de recherche cardiovasculaire de la faculté de médecine. Son retour en Belgique n'a pas été direct, puisqu'il a fait un crochet par la Grande-Bretagne en 2016-2017 à l'université de Manchester au Wellcome Trust Center for Cell Matrix Research. En bon français, on traduirait l'activité de ce centre par recherche sur la matrice cellulaire. Il a rejoint l'ULB en 2017, où, en plus du cours en faculté de médecine dont je viens de vous parler, il donne également un cours de physiologie à l'école polytechnique de l'ULB. Il a par ailleurs déjà été invité pour donner des masterclass en Italie, à Taïwan et aux Pays-Bas. Et ce n'est pas tout. Il est depuis 2021 le directeur du laboratoire de physiologie et de pharmacologie ici à l'ULB. Et depuis septembre 2022, vice-président de la filière génie biomédical à l'école polytechnique de l'ULB. Il est également en charge du nouvel institut de recherche en sciences cardiovasculaires et respiratoires de l'ULB. Comme vous le voyez, le professeur Bayens est un hyperactif et un chercheur passionné, au CV déjà bien rempli. J'ai pu en effet y découvrir qu'il a déjà publié ou copublié une vingtaine d'articles scientifiques dans des revues de premier ordre. Il a participé également et de façon active en tant que présentateur, animateur de sessions ou membre de comités scientifiques à de nombreux congrès et colloques internationaux en Europe, en Chine, à Taïwan et aux États-Unis. Et pour éviter d'être ici un petit peu trop long, je ne parlerai pas en détail de ses nombreuses autres activités, que ce soit comme expert reconnu et recherché, par exemple par le FNRS, comme membre de sociétés savantes belges et étrangères dans le domaine de la cardiologie, soit encore en tant que membre de comités de lecture ou administrateur de revues scientifiques réputées, soit enfin comme participant à des missions récentes de coopération au développement en Afrique de l'Est. Enfin, à côté de nombreuses bourses prestigieuses qu'il a reçues pour poursuivre ses recherches, je vous mentionnerai que pour ses travaux et sa contribution marquante en cardiologie, notre conférencier a obtenu en 2022 le prix de la Fondation Bécal, je pense que je prononce Bécal, Bécalès, voilà, Bécalès, remis par l'Académie royale de médecine de Belgique. Mon papier. Parmi les multiples talents de notre conférencier, il en est un qui nous concerne particulièrement aujourd'hui, celui d'être aussi un vulgarisateur scientifique de haut niveau. Avant de lui céder la parole, je vous recommande de vous replonger dans la lecture de notre artichaut, le numéro 40/2, qui est sorti au mois de janvier dernier, où vous trouverez un article sur le laboratoire de notre conférencier et sur tout le soutien qu'il reçoit de la Fondation de l'ULB pour ses recherches. Je profite d'ailleurs de cette occasion qui m'est donnée pour la remercier publiquement et chaleureusement pour l'excellente collaboration qui existe entre nos deux institutions. Voilà, j'en ai terminé. Professeur, je vous cède la parole. Okay. Vous m'entendez? Parfaitement. Ok, super. C'est parti. Bonjour tout le monde. Merci de vous être déplacés en ce pluvieux
jeudi après-midi, même si on a une petite éclaircie. Donc, aujourd'hui, j'espère que quand vous sortirez de cette salle, vous comprendrez ce que veut dire la première partie du titre, la biomécanique cardiovasculaire. Sinon, ben, j'aurais raté mon pari et je réessayerai peut-être dans 1 an ou 2. Donc voilà, donc essayons ça. Donc ce que vous voyez ici à l'écran, je vais voir s'il y a un pointeur qui évidemment ne marche pas parce que je ne l'ai pas allumé. Voilà, on y arrive. Donc ce que vous voyez ici à l'écran, c'est un système cardiovasculaire complet qui est en fait une imagerie que l'on a fait dans un embryon de poisson zèbre qui a 3 jours. Donc 3 jours avant, on avait un spermatozoïde, un ovule, et 3 jours plus tard, on a un cœur ici qui bat, qui envoie des globules rouges dans les vaisseaux sanguins de la tête ici, et ensuite il y a tout un corps qui est derrière. Donc le système cardiovasculaire, on le retrouve dans tous les êtres vivants, et c'est quelque chose de relativement simple. C'est, on en reviendra après, donc c'est un cœur avec des vaisseaux sanguins. Okay, je pense que vous savez déjà ça. Donc, on va pouvoir avancer un petit peu. Donc, voici le programme. Donc, on en a pour une grosseur 20 à peu près. On va essayer de faire plus rapide. Donc, tout d'abord, on va revoir un petit peu ce qu'est le système cardiovasculaire. Parce qu'on m'a dit que vous étiez un public avec un spectre de connaissances relativement large. Donc, on va revoir les bases. Et ensuite, je vais vous présenter 3 travaux que l'on a fait au laboratoire pour essayer de les mettre en contexte. Donc les premiers travaux qui sont maintenant plus ou moins bien terminés sont sur l'hypertension artérielle. Ensuite, on va voir une pathologie pédiatrique rare et mortelle. Enfin, on va parler de l'infarctus du myocarde parce que bon, c'est quand même quelque chose qui intéresse tout le monde, je pense. Ensuite, vous aurez du temps pour me poser vos questions ou faire part de vos remarques sur les travaux. Et je ne sais pas si on ne m'a pas communiqué, mais est-ce que je suis censé faire un examen à la fin? Donc, parce que j'ai cru comprendre que c'était un petit peu un cours, ou donc on pourra, s'il nous reste un petit peu de temps, je choisirai dans le public 1 ou 2 personnes. Donc, comme ça, vous allez rester bien éveillés, je pense. Okay. Donc, commençons donc sur ce qu'est le système cardiovasculaire. Donc, c'est un circuit hydraulique fermé. Je suis un plombier. Rien de plus. Donc, c'est un circuit hydraulique fermé dans lequel on trouve une pompe, le cœur. Alors, je sais qu'il y a des sciences humaines ici. Le cœur n'est pas le centre des sentiments. C'est une pompe, un muscle, rien de plus. Les sentiments se trouvent au niveau du cerveau. Enfin, je pense. Ensuite, vous avez les artères et les veines qui sont en fait des conduites. Donc, leur seul job, c'est de transporter le sang ou le ramener vers ou depuis les tissus. Et enfin, finalement, les vaisseaux les plus importants, et je pense que ça, vous ne le savez pas, ce sont vos capillaires. Parce que c'est au niveau des capillaires que vont se faire tous les échanges. Donc, les échanges de nutriments, les échanges de gaz. Et donc, c'est vraiment le système le plus crucial. Alors, ce que vous voyez ici, je pense que vous avez dû, peut-être certains d'entre vous, assister à ces expositions où un chercheur allemand un peu fou s'amusait à plastifier des corps qui avaient une origine assez douteuse. D'ailleurs, je pense que c'était des prisonniers chinois. Enfin bref, éthiquement parlant, c'était très questionnable. Mais ça a au moins eu le mérite donc, de démontrer ceci, par exemple, donc la richesse en vaisseaux sanguins de l'entièreté de votre corps. Donc, ce que vous voyez là, donc, c'est une tête d'une personne qui est décédée, où l'on a plastifié uniquement les vaisseaux sanguins. Et comme vous le voyez, on distingue le nez, on distingue les orbites oculaires, les lèvres, etc. Parce que vous avez des vaisseaux sanguins partout dans votre corps. Le moyen le plus direct, finalement, de s'en assurer, quand vous rentrez chez vous ce soir, prenez un objet coupant. Normalement, ça va saigner. Donc, voilà. Alors, on va commencer par la pompe. Alors, j'aime beaucoup cette image, je l'utilise au cours parce que c'est un cœur que l'on utilise pour les transplantations cardiaques. Et donc, le système que vous voyez là, c'est un système qui permet de maintenir le cœur en activité pour le transfert entre le donneur et le receveur.
Mais ce que ça permet aussi de mettre en évidence, c'est que votre cœur, il a une activité contractile indépendante de votre cerveau. Parce qu'il y a à l'intérieur des cellules pacemaker qui stimulent la contraction. Donc vous voyez ici un cœur battre. Et ce que l'on voit aussi, c'est que c'est une contraction relativement complète et coordonnée. Vous voyez que ça bouge toujours de la même façon. Toutes les secondes, votre cœur a ce mouvement pendant toute votre vie. Et même avant que vous ne naissiez, puisque dans l'utérus de votre mère, votre cœur battait déjà. Donc c'est une pompe, et c'est une pompe qui a en fait deux types de cavités. Vous avez déjà entendu parler du cœur droit et du cœur gauche. Donc le cœur droit que vous voyez ici ramène le sang de votre système, des organes, et le propulse vers les poumons, où en fait il va y avoir un échange CO2-O2 pour réoxygéner le sang. Ce sang revient des poumons ici au niveau des veines pulmonaires, passe dans le cœur gauche, il est expulsé dans l'aorte et dans toutes les artères donc, de votre corps. Ce que l'on voit ici, c'est la pression sanguine. Vous êtes familier avec ce terme-là, donc la pression sanguine. Vous avez peut-être déjà tous, chez le médecin, pris votre tension. Et donc la tension, elle est comprise, vous avez déjà entendu ça aussi, entre 12,8, le fameux 12,8. Le fameux 12,8, c'est 120 mm de mercure, 80 mm de mercure. Le 120, c'est au moment de l'éjection du sang, on appelle ça donc la systole. Et le 80, donc c'est au moment où on est dans la phase où le sang est éjecté, il y a un petit peu moins de pression et ça s'appelle la diastole. Alors, premier petit commentaire très important pour vous, tenez-le à l'esprit. C'est que vous avez en fait un gradient de pression à travers votre circuit vasculaire. Parce que la seule source de pression, c'est votre cœur. Certaines artères aussi, mais restons simples. Et vous voyez que quand vous passez dans les artérioles, vous avez une chute de pression. Dans les capillaires, vous avez un gradient. C'est là que la pression va vraiment diminuer. Et dans les veines, vous n'avez pas de pression. Donc, vos vaisseaux sanguins sont soumis en fait, à des propriétés physiques différentes. Les veines et les artères, ce n'est pas la même chose. OK? Pas trop compliqué? Super. Et donc, du coup, donc, la contraction des chambres, donc ça promeut vraiment la propulsion du sang. On reviendra sur l'aspect contractile un peu plus tard donc, dans la présentation. Ensuite, on va parler des conduites, donc les artères artérioles et les veines vénules. Donc ça, c'est vraiment ce qui va distribuer votre sang vers les tissus. Ici, vous avez des images qu'on a fait au microscope au laboratoire. Donc on peut en fait, maintenant on arrive avec des techniques proches de la magie noire, rendre transparent des tissus entiers et aller visualiser leurs vaisseaux sanguins. Ici, si je ne dis pas de bêtises, c'est dans une dent. Donc on a rendu une dent transparente et on est allé voir à quoi ça ressemble. Et vous voyez deux types de vaisseaux et deux types de couleurs. Donc la couleur jaune que vous voyez là marque les jonctions entre les cellules endothéliales. C'est en quelque sorte l'épiderme des vaisseaux sanguins. C'est ce qui est en contact avec le sang. Donc ce sont des cellules qui sont des cellules épithéliales. OK ? Et ce que l'on marque, en fait, ce sont les jonctions entre les cellules. Donc vous voyez ici, vous avez une cellule et ainsi de suite. Et vous pouvez déjà voir, rien qu'à la forme des cellules, que ce vaisseau-ci n'a rien à voir avec celui-là. OK ? Donc le vaisseau ici, en fait, c'est une petite artériole et là, vous avez une vénule. La deuxième couleur, c'est un marquage des cellules musculaires lisses. Donc vous avez des cellules musculaires autour de vos vaisseaux qui peuvent réguler donc la taille, le diamètre et donc le débit du sang. Vous voyez que ce vaisseau-ci, vous avez de nombreuses cellules circulaires autour qui sont très positives, qui ont beaucoup de muscles. Et ça, c'est une artériole, en fait. Donc là, vous avez une artériole. Et ici, pour la vénule, vous avez quelques cellules qui sont là. Mais comme il n'y a pas beaucoup de pression dans la vénule, on n'a pas besoin d'avoir un muscle solide autour, comme dans une artériole. OK ? Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre en direct. Enfin, on arrive peut-être à la structure, comme je l'ai dit, pour moi la plus importante, ce sont les capillaires. Parce que les capillaires, effectivement, si vous vous coupez au niveau de vos capillaires, vous n'allez pas vous vider de votre sang. Ce n'est pas grave.
Mais par contre, les capillaires, comme vous le voyez, sont situés entre une petite artériole, une petite vénule, et vous avez ce réseau très, très dense de vaisseaux qui permettent en fait d'irriguer toutes les cellules de votre corps. Pour ceux qui ont fait un petit peu de physique, la distance maximale de diffusion de l'oxygène, c'est quelques centaines de micromètres, donc c'est un dixième de millimètre. Ça veut dire que vous devez avoir à minima un capillaire tous les 100 micromètres pour permettre à l'oxygène d'atteindre la cellule. Sinon, la cellule va mourir. S'il n'y a pas d'oxygène, la cellule ne peut pas fonctionner. Ce qui explique pourquoi vous avez tellement de capillaires et de vaisseaux dans votre corps. C'est pour permettre les échanges oxygène-CO2 qui sont vitaux pour le fonctionnement de vos cellules. OK? Alors, je suis désolé, il y a un tout petit peu de physique dans ce cours. Alors, je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est horrible. Je m'en excuse, mais on va essayer de faire très simple. Dans vos vaisseaux sanguins, vous avez du sang qui est propulsé par une pompe. Ce sang est un fluide et parce qu'il est propulsé dans les vaisseaux, il génère des forces mécaniques. On va parler de deux forces ici, et il y en a même une qu'on va oublier immédiatement. La première, la plus simple, c'est la pression. Donc, c'est une force qui est exercée perpendiculairement à la paroi du vaisseau. C'est la fameuse pression artérielle dont on parlait tout à l'heure et que l'on appelle donc ici donc pressure P. Et cette pression, en fait, elle va permettre de réguler le diamètre du vaisseau en agissant principalement sur les cellules musculaires qui sont autour. Donc, c'est très important, notamment dans les petites artérioles où il y a toutes ces cellules qui sont autour des vaisseaux. Notamment s'il y a une très grosse augmentation de pression rapide, ce qui va se passer, c'est que les artérioles vont se contracter pour éviter qu'il y ait trop de pression dans les capillaires, pour éviter qu'ils n'éclatent. Donc ça, c'est un mécanisme qui est assez bien connu, que l'on appelle la réponse myogénique. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui et qui a été le sujet de mes recherches ces 10 dernières années, c'est une force totalement différente, c'est le fluid shear stress. Et le fluid shear stress, c'est en fait la force de frottement. Donc, quand vous avez du sang qui circule dans un vaisseau, il frotte sur les cellules épithéliales. Et ça, c'est une force de cisaillement, de frottement, que l'on appelle donc le shear stress. Et c'est une force qui est vraiment très importante. Okay. Je vérifie que tout va bien. Parfait. Donc, on va avancer un petit peu. Donc, on va vous expliquer un tout petit peu plus ce qu'est cette force de frottement. Donc ici, vous avez une simulation numérique du déplacement du sang dans des vaisseaux sanguins. Et vous voyez que ces vaisseaux sanguins, en fait, c'est un vaisseau qui bifurque en deux autres vaisseaux. Et à l'intérieur, vous avez des lignes qui caractérisent le déplacement du sang. Voilà. Et donc ce sang génère une force de frottement sur les parois du vaisseau, donc on appelle le shear stress. Et ce shear stress, en fait, c'est une force que l'on peut caractériser avec 3 paramètres. Le premier paramètre, c'est la direction. Parce que vous voyez que vous avez du sang qui va tout droit, puis au niveau de la bifurcation, ça part un peu dans tous les sens. Donc ce changement de direction, on ne va pas aller trop là-dessus, mais c'est quelque chose qui va être important pour déterminer la localisation des plaques d'athérosclérose. Donc la direction du shear stress est importante. Ensuite, vous avez l'intensité dont on va surtout parler aujourd'hui. Et l'intensité, c'est quoi? C'est l'intensité de la force. Elle peut être plus ou moins forte en fonction de différents paramètres. Et pour faire très simple, le shear stress va dépendre principalement de la vitesse du flux et du diamètre du vaisseau. Donc pour un flux donné, si le vaisseau est plus petit, vous aurez une force plus importante. Okay. Si par contre vous avez un flux constant et vous augmentez le calibre du vaisseau, vous allez diminuer la force. Je vous promets, il n'y aura plus d'équation après. Voilà. Et le troisième paramètre dont je ne vais pas vraiment parler, mais qui est très important aussi, c'est la fréquence. Donc, le fait que votre cœur batte à 60, 90, 120 battements par minute, ça veut dire que ces forces, en fait, fluctuent
aussi à 60, 90, 120 fois par minute. Et donc ça, c'est un paramètre qui est aussi très important. Donc, on a ici une force mécanique qui exerce donc une action sur des cellules. Et mon job aujourd'hui, c'est de vous convaincre que c'est impliqué dans plein de choses. Je peux vous dire qu'il y a des médecins, jusqu'à pas si longtemps que ça, n'y croyaient pas. Voilà. Mais bon, la science avance, n'est-ce pas? Alors, l'autre chose aussi, je suis un physiologiste. Alors, qui a déjà eu des cours de physiologie ici? Vous pouvez lever la main. Personne n'a eu de cours de physiologie. Ok, donc la physiologie, ok, donc on a une ou deux personnes. Donc la physiologie, c'est simplement l'étude du vivant et de ce qui va bien. La pathologie, bah, c'est l'étude de la maladie et de ce qui ne va pas bien. Et le concept, s'il n'y a qu'une chose à retenir de mon cours, et Dieu sait si j'en raconte des trucs, c'est ceci. C'est le concept d'homéostasie. L'homéostasie, c'est en fait ce qui vous assure d'être vivant aujourd'hui, de participer à mon cours. C'est le fait que malgré toutes les agressions auxquelles votre corps peut être soumis, les changements de température, etc., tout va toujours fonctionner normalement. Parce que vos cellules, en permanence, vont ajuster leurs réponses en fonction de tous les stimuli extérieurs. Donc, un exemple, je vais vous donner 2-3 exemples après. Okay, et donc, l'homéostasie, c'est quelque chose qui, personnellement, alors il y a plusieurs écoles. Les Français, ils aiment bien dire que c'est un physiologiste français qui a défendu ce concept. Moi, personnellement, je trouve que Walter Cannon, qui est anglais, a un peu plus raison dans la description, mais c'est un concept qui est très récent, qui date d'il y a moins de 100 ans. Et c'est vraiment le concept clé de la physiologie moderne. Okay, alors, pour vous expliquer ça de façon simple, tout le monde a un thermostat à la maison, j'imagine. Si vous n'en avez pas, il y a des primes. Donc, vous pourrez regarder éventuellement en rentrant pour installer donc, un thermostat. Donc, le concept du thermostat, c'est que quand vous vivez en couple, en tout cas, vous déterminez une température de confort dans la pièce, ce qui est souvent pas très facile parce qu'on n'a pas du tout les mêmes préférences, n'est-ce pas? Donc, disons ici que c'est moi qui ai réglé le thermostat à 20 degrés, ce que je trouve confortable. Ma femme n'est pas toujours d'accord avec cette température, mais soit. Donc, pour l'instant, il fait relativement froid. Donc, la température de la pièce va être en dessous de 20 degrés. Et dans ce cas-là, donc, le thermostat envoie un signal à la chaudière. Il envoie de l'eau chaude dans les radiateurs et donc, ça va réchauffer donc, la pièce. Et lorsque l'on atteint 20 degrés, mais le thermostat dit à la chaudière d'arrêter. Donc ceci, c'est ce qu'on appelle une boucle de rétrocontrôle. Même chose, j'espère, dans quelques semaines, il va faire très chaud, au-delà de 20 degrés. Et pour ceux d'entre vous qui sont assez fortunés d'avoir l'air conditionné, ben dans ce cas-là, on va envoyer un signal à l'air conditionné et dire baisse la température jusqu'à ce que l'on atteigne 20 degrés et on aura une température stable de la pièce. Et donc, ce mécanisme de rétrocontrôle, c'est en fait quelque part de l'homéostasie. On maintient la température de la pièce à 20 degrés, indépendamment des changements extérieurs. OK? Donc, la façon dont ça marche, c'est que vous avez toujours des stimuli, vous avez des récepteurs, ça va être un concept important pour juste après. Vous avez des contrôleurs, dans ce cas-ci, c'est votre thermostat. Ça compare un set point, donc le set point, c'était les 20 degrés de la température. Et lorsque l'on est en dehors des valeurs donc, qui sont permises, on a des effecteurs qui vont essayer d'agir sur les stimuli et donc modifier donc, les valeurs donc, perçues. Un concept qui est très très important en physiologie, c'est le concept de quiescence. Donc, à l'état actuel, vous êtes assis, vous m'écoutez, vous êtes dans un état quiescent. J'ai des collègues qui utilisent le terme état de repos. Je déteste ça, vous n'êtes pas au repos. Vous avez des neurones qui fonctionnent, vous êtes en train de digérer votre repas, donc vous êtes en permanence en état d'activité. Après, il y a des hauts, des bas, je suis d'accord. Mais donc, le concept de quiescence, c'est plutôt quand vous avez atteint un état d'équilibre. OK ? Je sais que c'est un peu ésotérique. Alors, si on revient au niveau physiologique, avant d'entrer dans la biomécanique vasculaire,
Le contrôle de la température corporelle, c'est un très bel exemple d'homéostasie. Donc, vous savez que votre température corporelle, donc si on vous met un thermomètre dans la bouche, qu'on mesure, on fait une moyenne, on va à peu près être à 37 degrés. Il y aura des hauts, des bas, certains sont peut-être malades, d'autres ont peut-être une température corporelle plus basse, on sera à 37 degrés. Pour ceux d'entre vous qui ont eu le Covid, je pense qu'il y en a quelques-uns dans la pièce à mon avis, vous avez tous eu de la fièvre. Donc, quand vous avez de la fièvre, votre température corporelle augmente, vous êtes à 38, 39, 40 degrés, et la réaction de votre corps, c'est de le refroidir. On le refroidit en suant, donc on évacue la chaleur parce qu'on sue, mais aussi en dilatant vos vaisseaux superficiels pour permettre un échange avec la température de la pièce qui est beaucoup plus basse. Donc vous allez vous refroidir. Ce faisant, normalement, votre température corporelle va baisser, ce qu'on espère, jusqu'à 37 degrés. Si vous sortez en slip, dehors, j'ai vu qu'il y avait un peu de soleil, mais ce matin, si vous étiez sorti en slip, vous auriez eu froid. La réaction de votre corps sera de grelotter. Le grelottement, c'est des contractions musculaires qui ne sont pas efficaces et qui génèrent de la chaleur. Quand vous avez froid, vous grelottez pour augmenter votre température corporelle. Et donc, ce faisant ici, vous avez donc des thermorécepteurs, vous avez un centre de contrôle qui est l'hypothalamus, et vous avez des effecteurs qui permettent de contrôler votre température corporelle. Donc, c'est de l'homéostasie. Et ça s'applique aussi pour la glycémie, l'insuline, le glucagon, c'est des rétrocontrôles. Ça maintient votre taux de sucre à un niveau qui est acceptable pour votre corps. Donc le pH, la pression sanguine, la calcémie, etc. Quasiment tous les mécanismes physiologiques de votre corps répondent à ce type de régulation. Alors, on en arrive à la biomécanique vasculaire. Au début du siècle dernier, il y a un physiologiste ou plusieurs physiologistes, un groupe de physiologistes qui se sont rendus compte, en faisant des expériences sur les animaux, il faut savoir que la physiologie n'aurait pas pu être possible sans l'expérimentation animale. Ils se sont rendus compte que si on modifiait le débit du sang dans un vaisseau, on changeait son diamètre. Alors, un exemple très simple, si vous faites du sport, donc vous êtes assis, vous vous levez et vous vous mettez à courir, votre cœur va battre plus vite. Donc, la quantité de flux sanguin que vous envoyez dans vos muscles est plus élevée. Vous augmentez le shear stress. Si vous vous souvenez de la formule, le shear stress avec le flux. Et donc, si vous augmentez le shear stress, ce qui se passe, c'est que vos vaisseaux vont se dilater pour que le shear stress revienne à la valeur telle qu'elle était au repos. Donc, vous avez une adaptation, vous avez un rétrocontrôle probablement. De même, dans certaines situations, si vous diminuez la perfusion d'un tissu, ce qui se passe par exemple lorsque vous avez de l'adrénaline ou autre qui est libérée, vous arrêtez de digérer, vous perfusez moins votre système vasculaire au niveau du mésentère. Et dans ce cas-là, on constate que les vaisseaux se contractent parce qu'en fait, il y a moins de perfusion et en diminuant le calibre, on revient à la valeur de shear stress originale. Donc, ceci, ce sont des observations qui étaient là et qui, en 1975, ont mené un chercheur américain à émettre l'hypothèse qu'il y avait un set point pour les shear stress. Parce que ces modifications sont quand même, quand on augmente le flux, on voit que ça se dilate, quand on diminue le flux, ça se contracte. Ça ressemble vraiment à un système de rétrocontrôle physiologique. Donc ça, c'est ce sur quoi j'ai travaillé quand je suis allé aux États-Unis, donc il y a une dizaine d'années. Donc j'ai rencontré mon mentor et il m'a dit « Allez, vas-y, débrouille-toi, démontre-moi que ça existe ». Ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple. Mais donc, l'hypothèse ici, c'est qu'en fait, ces fameuses cellules endothéliales, donc l'épithélium des vaisseaux sanguins que je vous ai montré tout à l'heure en jaune, sont capables de sentir les forces de frottement et d'estimer si elles sont dans les bonnes valeurs ou pas. Donc, elles sont capables de sentir si on augmente le shear stress ou si on le diminue. Et ça, c'est ce sur quoi donc, on a travaillé pendant des années, tout simplement parce que ce que vous voyez ici ou ici, c'est aussi associé à certaines pathologies, donc notamment, on va voir juste après, l'hypertension artérielle, les anévrismes, etc. Donc, il y avait quand même une logique derrière de se dire,
c'est peut-être important. Alors, on a parlé tout à l'heure dans ma très chouette introduction du concept de mécanotransduction. Donc, je vous ai dit qu'il y avait des forces qui étaient exercées sur du tissu vivant, sur des cellules. Donc, ce sont des forces mécaniques qui peuvent être le shear stress, la pression. Alors, dans d'autres tissus, on verra dans le cœur les forces d'étirement, de compression, etc. Donc, il y a aussi la rigidité. Vos cellules sont capables de dire si un substrat est dur ou mou. Donc, en fait, vous avez des stimuli mécaniques qui sont sentis et intégrés par vos cellules. Et ceci est possible grâce à ce que l'on appelle des récepteurs mécanotransducteurs. Il en existe toute une série, on va en voir un ou deux juste après pour le plaisir. Et ce sont en fait des protéines. Ce sont des protéines qui sont présentes dans vos cellules et qui sont capables de sentir les forces et de les traduire en signal biochimique qui va permettre ensuite à la cellule d'induire un remodelage ou un changement de la structure du tissu. Et donc ceci, c'est aussi possible grâce à des cellules qui sont spécialisées. On a parlé des cellules endothéliales. Il faut savoir que pour les shear stress, elles ont des récepteurs qui leur sont propres et ce sont les seules cellules qui répondent de la façon dont elles le font à cette force. Donc si je prends des cellules épithéliales de la peau, elles ne vont pas du tout répondre de la même façon. Parce qu'en fait, les cellules endothéliales se sont spécialisées. Moi, je les vois comme étant un tissu qui est capable de percevoir les signaux du sang. Ça peut être des signaux chimiques, mais ça peut aussi être les signaux physiques. Donc, c'est un organe sensoriel, en quelque sorte. Ça, c'est mon interprétation. Tous mes collègues ne sont pas d'accord avec moi, mais voilà. Donc, la mécanotransduction, c'est la capacité à sentir le signal physique, le mesurer quelque part et le traduire en une réponse biochimique. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Ok, j'ai perdu personne. Très bien. Alors, on complexifie un tout petit peu la chose. Je vais juste vous montrer quelques récepteurs. Donc, attention, il y a un examen à la fin. Hein, donc, je tiens à vous le préciser. Je vois qu'il y en a qui ne prennent pas note. Donc, ça va être difficile. Donc, vous avez donc votre vaisseau sanguin qui est ici avec les cellules endothéliales. Donc, vous voyez toutes ces cellules qui se touchent, qui forment un épiderme spécialisé. Et vous avez le flux donc, qui vient frotter sur ces cellules endothéliales. Et si on zoome sur la jonction entre deux cellules, ce que l'on sait, c'est qu'entre deux cellules, nous avons ce qu'on appelle un complexe de jonction où vous avez des protéines qui sont associées les unes aux autres. Et ces protéines, en fait, elles sont capables de percevoir des signaux physiques, tout simplement. Donc, quand vous avez une force qui est appliquée, il faut s'imaginer que ces protéines, elles changent un petit peu de conformation parce que ce sont des structures qui sont assez hétérabiscotées. Donc, quand on pousse un petit peu, ça bouge. Et vous voyez que vous avez toute une série aussi de protéines qui sont présentes à l'intérieur de la cellule. Et ce sont ces protéines qui vont induire un signal biochimique. Ils vont, par exemple, aller réguler la transcription de gènes. Et ce que l'on sait, par exemple, par rapport à ce complexe de récepteurs, si vous avez une mutation ici, vous voyez les protéines CCM, ça génère des malformations cérébrales. Donc ça veut dire que ces protéines sont essentielles pour maintenir l'homéostasie des vaisseaux. Parce que dès que vous affectez l'expression de ces protéines, vous avez une malformation. Donc le signal ne se transmet plus bien et ça déconne. Même chose, je vous ai parlé de l'athérosclérose. Ce que l'on sait, c'est que les plaques d'athérosclérose se localisent là où le flux n'est pas laminaire, n'est pas droit, n'est pas, on va dire, standard. Il est faible, il part un peu dans toutes les directions. Et du coup, on n'active plus vraiment ces complexes de la bonne façon. Et c'est ce qui induit, en fait, la plaque d'athérosclérose. Un petit peu plus compliqué, mais comme ça, vous percevez que ceci est important pour empêcher la survenue de malformations et aussi la formation de plaques d'athérosclérose. Donc ça, en permanence, à l'état de quiescence, vous avez des voies de signalisation qui bloquent
ce genre de choses, qui fait que votre système vasculaire est tout à fait normal. Et enfin, je vais brièvement mentionner ça. Vous êtes familier avec le stroke, donc les accidents vasculaires cérébraux, ou l'infarctus du myocarde quand il y a une coronaire qui se bouche. Quand vous avez un vaisseau sanguin qui se bouche quelque part, typiquement donc, dans l'AVC, la quantité de sang que vous avez dans votre corps ne change pas. Vous avez à peu près 6 litres qui circulent en permanence. Ce sang doit aller ailleurs si la route est bouchée. Et ce qui se passe, c'est qu'il va passer par des voies secondaires, ce qui augmente le shear stress dans ces voies secondaires parce que le flux est plus important. Et si vous voulez survivre à un AVC ou à un infarctus du myocarde, il faut absolument que tout ceci fonctionne pour promouvoir les remodelages des vaisseaux collatéraux qui sont autour de la lésion. Donc il y a un intérêt aussi à maintenir ces perceptions des forces pour permettre au patient donc, de passer outre l'accident qu'il a eu. Okay. Alors, je vous ai parlé du set point. Donc ça a demandé des années de travail et je ne vous montre pas les données brutes, mais pour ceux que ça intéresse, il y a un article ici. Vous aurez probablement droit à la présentation. Donc, on a démontré qu'il y avait effectivement un set point. Donc, que les cellules savent sentir différentes forces et surtout que ça active différentes voies de signalisation. Ce qui est très important pour vous de comprendre, ça veut dire que lorsque vous avez un shear stress qui est faible, qui induit un remodelage constrictif des vaisseaux qui sont plus petits, c'est parce que vous avez des voies de signalisation spécifiques qui sont activées. Même chose dans l'autre cas. Si vous avez des vaisseaux qui deviennent plus gros, c'est parce que vous avez des voies de signalisation spécifiques qui sont activées. Et ça ouvre comme perspective des traitements pharmacologiques qui ciblent ces remodelages. Tout le monde veut des beaux, gros vaisseaux bien perfusés, n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'on doit travailler sur ceci et que l'on doit empêcher ceci de fonctionner. Donc c'est où on en est à cette étape-ci, c'est que l'on a compris que ces forces, en fonction de leur amplitude, induisent des réponses tissulaires différentes et que l'on va pouvoir jouer dessus. Enfin, c'est ce qu'on espère en tout cas. Alors, petite pause de réflexion. Est-ce que dans votre entourage familial direct, donc je pense à vos enfants, à vos parents et à vous-même et vos conjoints, est-ce que parmi vous, en tout cas cette cellule familiale, vous connaissez quelqu'un qui a eu une maladie cardiovasculaire? Donc ça implique le stroke, l'AVC, donc l'infarctus du myocarde, l'hypertension, l'athérosclérose, ce genre de choses. Je pense que tout le monde va plus ou moins hocher la tête en disant effectivement, je connais quelqu'un qui a soit souffert de cette pathologie, soit qui en est mort. À l'heure actuelle, ce que l'on sait, c'est que les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde, bien avant le cancer en fait. Et soyons passants, le cancer est aussi une maladie cardiovasculaire parce qu'il y a des formations de nouveaux vaisseaux, etc. Donc on pourrait digresser là-dessus. Et donc du coup, vous avez donc une plus grande probabilité de souffrir, voire de mourir d'une maladie cardiovasculaire. L'hypertension, c'est quelque chose de très commun. Je pense que si on fait un sondage ici, plus ou moins 3 ou 4 personnes sur 10 vont me dire effectivement, je suis hypertendu ou hypertendu. Et ce qui m'étonne, je ne vais pas dire me choque, c'est un peu violent quand même comme mot, c'est que ici, vous voyez en Australie, mais c'est la même chose dans tous les pays, c'est le niveau de financement de la recherche pour les maladies cardiovasculaires par rapport au cancer. Vous voyez que c'est 10 fois moins. Donc nous avons énormément de difficultés en fait à obtenir des financements. Parce qu'en fait, on n'a pas le télévis. On n'a pas comme aux États-Unis l'American Heart Foundation. Ça n'existe pas en fait. Donc on souffre en fait d'un déficit chronique de financement alors qu'on étudie les pathologies qui sont probablement celles qui vont vous tuer. Donc ça c'est la petite réflexion. S'il vous plaît. Ah oui, oui. Oui. Donc, les maladies cardiovasculaires ne sont pas uniquement des maladies cliniques, ce sont aussi les maladies sociétales. Donc, on pense notamment à la malbouffe.
au fait que les gens ne font plus d'exercice, etc. Mais il y a de la recherche aussi là-dessus. Donc ça, c'est évidemment quelque chose de très, 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 très vaste. Donc voilà, j'espère que ça va stimuler un petit peu votre attention. Donc, alors, on va parler maintenant du tueur silencieux, puisqu'on est dans le mélodramatique. Donc, vous avez tous entendu parler de l'hypertension artérielle, n'est-ce pas? Est-ce que vous connaissez ces valeurs-ci, ici en dessous, le 130-80? Donc, si on fait spontanément maintenant une mesure chez vous de la tension et que vous êtes au-delà de 130-80, allez voir un médecin. Parce qu'en fait, vous n'avez pas de symptômes probablement, mais c'est le début de la fin. Si vous ne prenez pas de traitement, c'est le début de la fin, clairement. Il y a plein de gens qui meurent de ça sans vraiment savoir. On ne sait pas de quoi ils sont morts. Ils sont morts de vieillesse, on ne meurt pas de vieillesse. On meurt de ça, on meurt d'autre chose. OK? Donc, faites-moi le plaisir, quand vous allez chez le médecin, demandez qu'il vérifie votre tension, ça prend 2 minutes. Et si c'est au-delà de ces valeurs-là, on vous donne un traitement et ça permet de limiter les dégâts. Alors, ce que je veux vous expliquer aujourd'hui, c'est assez important, c'est que pour l'instant, dans le milieu médical, la conception de l'hypertension, c'est qu'il y a une hypercontractilité des cellules musculaires qui sont autour de vos artères. Le traitement qu'on va vous donner, c'est un traitement qui va relâcher vos vaisseaux sanguins, donc il va les détendre un petit peu. Ça fonctionne, mais ça ne traite pas la maladie. Donc ça enlève les symptômes, etc. Ça permet une meilleure perfusion de vos organes, mais ça ne traite pas la maladie. Je ne vais pas en parler plus ici, mais il y a aussi l'hypertension pulmonaire, qui est encore plus dévastatrice parce qu'elle tue les patients en quelques années, on ne sait rien faire, il n'y a pas de traitement. Donc au moment où je vous parle, il n'y a aucun traitement qui traite la maladie, complètement. C'est-à-dire que si on arrête le traitement chez le patient, ça revient. Donc ça, c'est très, très important. Mais ce que l'on sait, ce qu'on a remarqué grâce à nos travaux au laboratoire récemment, c'est que lorsque vous avez une artériole qui est, je l'espère, chez vous en bon état, avec un bon calibre, en état de quiescence, donc ça ressemble à ceci. Mais si, pour des facteurs, des raisons que l'on ignore, parce qu'il faut savoir qu'on ignore la cause de l'hypertension. On n'a pas assez de sous pour chercher après, donc voilà, donc on ignore la cause. C'est sarcastique, hein, donc, je tiens à préciser. Donc, mais ce que l'on sait, c'est qu'il y a une hypoperfusion. Donc, hypoperfusion, c'est que vos tissus ne sont pas assez perfusés. Donc, il n'y a pas assez de shear stress. Si vous n'avez pas assez de shear stress, vous induisez le remodelage constrictif des vaisseaux, ce que je vous expliquais juste avant. Et donc, vous avez ceci. Alors, dans certains tissus, vous avez une augmentation du shear stress parce qu'il n'y a rien à faire, le sang se redistribue. Quand il y a un tissu qui n'est pas perfusé, il y a l'autre à côté qui reçoit plus de sang. Et dans ce tissu-là, on va constater que vous avez un remodelage expansif. Donc, en fait, l'hypertension, c'est quoi? Ce sont des remodelages de vos vaisseaux qui sont permanents et qui affectent donc la distribution du sang entre les différents tissus. Et tout ceci, maintenant, la façon dont on le comprend, simplement parce que vous avez vos cellules endothéliales, probablement, qui ne sont plus capables d'accepter les variations de shear stress et qui induisent donc des programmes de remodelage. Donc c'est là où on en est pour l'instant. On se dit, OK, on va arrêter d'étudier la contraction, on va étudier les remodelages. L'autre chose aussi dont on parle très très peu aux patients, mais qui est en fait finalement la chose la plus dévastatrice de cette maladie, c'est ce que l'on appelle la raréfaction des capillaires. Je vous ai dit tout à l'heure que les capillaires sont des structures essentielles pour les échanges de nutriments et de gaz. Si vous avez moins de capillaires, vos tissus ne vont pas apprécier. Donc, quand vous avez une diminution de perfusion du sang, vous avez une raréfaction qu'on appelle fonctionnelle, qui mène ensuite à une raréfaction structurelle. Vous avez moins de capillaires. Et ça, il n'y a pas de traitement pour ça à l'heure actuelle. Donc, si votre foie a moins de capillaires, vos reins ont moins de capillaires, votre cerveau a moins de capillaires, ça va moins bien fonctionner. C'est pour ça qu'il est essentiel de faire le dépistage rapidement et de prendre les traitements rapidement. Okay. J'espère que je ne vous ai pas fait peur. Donc ici, on voit que ça a un impact sur tous les tissus, sur la graisse, sur le cœur, sur le foie, sur le cerveau, etc. Tous vos tissus sont concernés.
Alors, pour peut-être vous donner un message d'espoir, donc nos recherches ont démontré que, à l'état donc physiologique, il y a des voies de signalisation qui inhibent en fait normalement ce qui induit le remodelage constrictif. Et d'ailleurs, on sait que si on inhibe ces voies, ce que l'on a fait là dans la souris, on induit en fait spontanément de l'hypertension. Donc ces souris deviennent hypertendues très rapidement, tout de suite dans le poumon, etc. On voit ici des artères fémorales qui sont beaucoup plus petites, qui se sont donc contractées. Et donc du coup, ce que l'on pense maintenant, c'est que cette voie de signalisation qui induit le remodelage constrictif avec des récepteurs de surface, c'est une cible pharmacologique potentielle. Donc c'est sur ça qu'on travaille maintenant. Alors je ne peux pas vous dire si ça a marché, on n'a pas encore essayé. En tout cas, voilà, ça donne un petit peu d'espoir que l'on puisse agir sur les remodelages, non plus sur la contraction, dilatation, mais vraiment sur ce qui est le cœur même de la pathologie. Alors, on va passer à une autre pathologie vasculaire maintenant, qui sont les malformations vasculaires d'origine génétique. Je vous ai parlé tout à l'heure des CCM, on va parler d'autre chose maintenant. Donc, ce sont heureusement des maladies rares. C'est-à-dire que la probabilité que quelqu'un ici dans le public souffre d'une pathologie génétique est très très faible. Vous connaissez peut-être quelqu'un qui a un hémangiome, ça c'est plus fréquent. Les hémangiomes, c'est ce type de malformations rouges, les taches de naissance notamment. Et ce sont des malformations qui parfois ont une origine génétique. Ici, vous avez le fameux CCM. Alors ici, vous avez une malformation veineuse. Alors là, ici, vous avez quelque chose d'un peu plus catastrophique quand même. Alors, ce qui est très important, c'est que la plupart de ces malformations génétiques ne sont pas life-threatening. Donc, c'est-à-dire que dans la plupart des cas, à une exception, celle qu'on va voir juste après, le patient n'en meurt pas. Mais vous devez vous rendre compte, et c'est extrêmement touchant parce qu'on a assisté à des témoignages de patients. La jeune fille ici, sa vie émotionnelle est directement affectée par ces malformations. Il faut savoir aussi que c'est douloureux. Donc, ce sont des patients qui en permanence ont une douleur latente au niveau de la malformation. Ça génère une douleur lancinante. Donc, ils n'en meurent pas, mais ils en souffrent. Alors, ils en souffrent soit physiquement, soit émotionnellement. Je vous ai montré des trucs qui sont plus ou moins regardables et acceptables. Il y a bien pire que ça. Il y a des patients qui ne sortent pas de chez eux. Donc, c'est à ce stade-là. Donc, la cause, en fait, de ces malformations, ce sont des mutations génétiques que l'on appelle perte de fonction, donc la protéine ne fonctionne pas ou n'est pas exprimée, ou dans certains cas, gain of function, c'est un peu comme dans certains cancers, la protéine est suractivée. OK ? Et mon explication à ce qui se passe, c'est que ces mutations génèrent un défaut dans le contrôle de l'homéostasie des vaisseaux. Vous n'avez pas un vaisseau normal parce que emmerdé avec quelque chose dans le contrôle de l'homéostasie. Alors ici, vous avez un exemple. En rouge, vous avez une artériole. Vous voyez les capillaires ici. En vert, vous avez une vénule. Et ce truc, entre les deux, c'est ce que l'on appelle un shunt artério-veineux. C'est une malformation. À aucun moment dans votre corps, une artère se jette dans une vénule. Ça passe toujours par les capillaires. Et donc, la plupart des malformations dont on va parler aujourd'hui sont des malformations artério-veineuses. Il y en a d'autres. Il y a un spectre incroyable de trucs qui peuvent mal se passer. Mais on va se focaliser sur ça, OK ? Et déjà, je pense déjà pas mal. Alors, la pathologie qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est celle-ci. C'est la malformation de la veine de Galien. Alors, il y a deux gros types de malformations. Il y a les malformations rendues oculaires qui sont assez fréquentes. Ce sont les patients qui saignent beaucoup du nez, des muqueuses. Donc, ils font ces petits champs dont je vous parle, des connexions entre les artères et les veines. Ce n'est pas létal. Ils ont une espérance de vie qui est similaire à la nôtre, mais vous imaginez bien qu'on se met à saigner du nez pour un oui ou pour un non, c'est problématique. Donc, ils ont des lésions plutôt viscérales, donc dans les poumons, dans le cerveau, etc. Alors, bon, quand on arrive à des malformations de ce type dans le cerveau, il faut quand même faire de la chirurgie. C'est quand même pas optimal. Donc, on a des chirurgiens qui font ça
à Erasme, très très bien. Et ensuite, pour les CMAVM, c'est une mutation d'une protéine qui s'appelle RASA1. Retenez-le, il y a examen après. Je tiens sur vous. Donc RASA1, c'est très très peu connu du grand public. Et tous les patients présentent donc des lésions cutanées profondes, c'est-à-dire qu'on touche le réseau vasculaire profond du derme. Et ça mène à des lésions assez étendues, comme vous voyez ici, sur le visage, mais partout sur le corps. Et vous avez malheureusement une fraction des patients qui développent, et ce sont des patients in utero. Donc c'est le fœtus pendant le développement maternel qui développe cette malformation de la veine de Galien. C'est la malformation pédiatrique vasculaire la plus fréquente. C'est une cause très importante donc, de perte des fœtus dans le dernier trimestre de la grossesse. Parce que ce qui se passe, c'est que vous avez une énorme malformation et le cœur du fœtus gonfle pour essayer de pomper le sang. Et malheureusement, à un moment donné, c'est juste plus possible. Donc, si le bébé arrive donc à la naissance, on provoque parfois la grossesse. La seule option pour certaines des pathologies, donc c'est une chirurgie que l'on fait à Erasme. Erasme est un centre européen qui est reconnu donc pour traiter ces pathologies. Donc on passe en fait par les vaisseaux, donc type fémoral ou autre, pour aller jusque dans le cerveau, en essayant de colmater tant bien que mal. Mais malheureusement, une fois sur deux, la chirurgie se passe mal. Dans d'autres cas, on ne peut pas faire de chirurgie. Donc, je pense que vous imaginez un peu la problématique que ça pose pour les praticiens, mais surtout pour la famille. Imaginez, la plupart d'entre vous avaient été maman. Enfin, moi, je n'ai pas été maman, mais je peux me mettre à leur place. C'est juste choquant. Et donc, du coup, je me suis intéressé à cette pathologie. Je vais passer sur celle-ci avant parce que j'ai rencontré donc, le professeur Lubitsch, qui est la personne qui fait ici à Erasme donc, les interventions sur ces nouveau-nés. Et il me disait, si on pouvait trouver quelque chose qui maintient les fœtus en vie, les bébés en vie jusqu'à plusieurs mois après la grossesse, on augmenterait le taux de succès de l'opération. Donc on ne parle pas de guérir complètement la malformation, mais de simplement maintenir le fœtus en vie ou le bébé en vie assez longtemps que pour augmenter le taux de succès. Et l'autre chose aussi qui était assez importante à mes yeux, c'était si on peut fournir une explication sur ce qui se passe aux parents, parce que ces parents ils ne comprennent pas ce qui leur arrive, ben ce serait une bonne chose. Et donc après cette discussion, je suis aussi très ami avec Mika Vikula, qui n'est pas à l'ULB, mais à l'UC Louvain, qui est la personne qui a détecté la mutation RASA1. Donc il est juste ici à 10 minutes. Donc j'ai la chance d'avoir ces deux grands experts mondiaux de la question littéralement à côté de ma porte. Donc ça facilitait un petit peu le démarrage de l'étude. Ensuite, il y a une troisième personne qui est importante, vous allez comprendre après pourquoi, c'est Benoît Van Holbeek, qui est professeur à Gosny et qui travaille sur le poisson zèbre. Et enfin, il y a l'équipe qui a travaillé dessus aussi, il faut le dire aussi, c'est pas moi qui suis occupé à faire les manips. Donc moi, mon boulot, c'est faire les présentations, trouver des sous et m'assurer que la recherche avance donc dans la bonne direction. Et donc, pour faire ces travaux, je pense que je vais devoir lancer les vidéos à la main, on a décidé d'utiliser la larve du poisson zèbre parce que c'est un animal qui est transparent et qui nous permet de voir en fait en vert les vaisseaux sanguins et en rouge le déplacement des globules rouges. Et donc on peut estimer de cette façon les forces de frottement, le shear stress, etc. Et donc ce que vous voyez là, c'est assez remarquable. C'est l'analogue de la veine de Galien chez le poisson. Donc, c'est le même vaisseau qui est problématique chez l'homme et chez le poisson. Ça, c'est... Donc ici, vous voyez, on a d'autres vaisseaux, on a une artère, on a une veine. Et donc, on a décidé de travailler avec ce modèle parce qu'en fait, c'est assez facile de faire des mutations génétiques dedans, d'essayer de reproduire la mutation du patient. Alors ça, c'est en théorie, parce que c'est ce qu'on m'avait vendu au début du projet il y a 5 ans. En pratique, vous vous doutez bien, ça a été pire que ça a pris du temps, mais on a réussi en fait à créer un poisson mutant hétérozygote, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul allèle qui est muté comme chez le patient, qui a des propriétés vraiment similaires. Et ce qui est vraiment remarquable, c'est qu'il y a deux formes de la maladie, deux formes cliniques
une forme que l'on appelle choroïdale avec plusieurs vaisseaux qui se forment et une forme murale avec une dilatation d'un vaisseau postérieur. Et ça, on les a retrouvés dans nos poissons. Donc, on a les poissons avec les deux types. Vous voyez, ça, c'est la structure normale du vaisseau. Et vous voyez qu'ici, vous avez deux vaisseaux ici, ce qui n'est pas normal. Et ici, vous avez une dilatation. Donc, par chance, on a réussi à reproduire exactement. Bon, après, non, on est d'accord, c'est pas exactement le même phénotype stricto sensu, mais c'est les mêmes caractéristiques. Et ça, c'est le premier modèle que l'on a de la maladie. Parce qu'on a été incapable de reproduire ça dans la souris, qui est l'animal que l'on utilise le plus. Et une des raisons, comme ça, vous pourrez briller en société, une des raisons pour lesquelles ça ne marche pas dans la souris, c'est assez intéressant, c'est que la fréquence du battement du cœur de la souris, c'est 700 fois par minute. La fréquence du battement du poisson zèbre, c'est exactement la même que la nôtre. Je ne rentre pas dans les détails, mais la fréquence des battements est importante. Donc voilà, donc ce poisson zèbre, finalement, ça peut paraître totalement absurde d'essayer de répliquer une maladie aussi complexe dans le poisson, mais ça fonctionne. Et ce que je peux vous dire aussi, on peut arrêter le cœur de fonctionner. Ça n'empêche pas le développement du réseau vasculaire du poisson, c'est ce qu'on a fait ici, mais par contre, ça empêche le développement de la veine de Galien. Donc, c'est-à-dire que pour que la veine de Galien se forme, on a besoin de shear stress. C'est un des rares vaisseaux qui a besoin de ça. Donc, ça voulait dire qu'il y a une hypothèse que le shear stress est important dans cette réponse est potentiellement bonne. Et ce qu'il se passe, en fait, c'est que vous avez des vaisseaux, ce que vous voyez ici, plusieurs vaisseaux qui, au moment de la formation de la veine de Galien, fusionnent et ne forment qu'un seul vaisseau. Donc, ce que vous voyez là, vous voyez qu'au cours du temps, vous avez deux vaisseaux qui fusionnent en un seul, et puis ensuite, vous avez une contraction. Et vous formez un seul vaisseau collecteur à partir de plusieurs vaisseaux qui sont perfusés, qui envoient du sang donc, dans cette structure. Chez les mutants, donc cette fusion n'est pas possible ou la contraction n'est pas possible. Et en fait, la différence entre les deux formes, c'est simplement soit qu'il y a un problème de fusion, soit qu'il y a un problème de contraction. Je ne rentre pas dans les détails, mais tout ça est lié à la perception du shear stress. Et c'est ce que l'on a fait aussi avec des expériences in vitro. Et ce que l'on a constaté, c'est que les cellules répondent toujours au flux, mais il y a une perte d'équilibre dans certaines voies de signalisation. Il y en a qui sont suractivées et d'autres qui sont inactivées, donc ces deux-là. Et ce que l'on a fait, c'est simplement essayer d'inhiber celle-ci, activer celle-ci et voir ce qui se passe. Et ce que l'on a fait donc, en travaillant chez le poisson, c'est en fait quelque part traiter donc, ces malformations. Donc, lorsque l'on utilise les traitements, vous voyez ici, c'est les malformations avec plusieurs vaisseaux. On réduit de 50% leur survenue quand elles sont déjà là. Donc, on arrive à refusionner les vaisseaux. Et surtout, très important, donc les malformations murales avec les grosses dilatations, on arrive donc avec une combinaison de traitements à complètement présorber donc, cette dilatation. Alors, je sais que c'est juste des petits poissons, mais jusqu'à présent, c'est tout ce qu'on a. Donc maintenant, donc, la prochaine étape, c'est effectivement de tester donc, ces drogues directement chez les patients, parce qu'on n'a pas d'autres modèles possibles, on n'a pas d'autres moyens d'intervention. Bon, c'est une petite lueur d'espoir. Alors, on est toujours dans les temps, je pense. Donc, on va vite parler donc, de l'infarctus du myocarde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en a déjà fait un ici? En règle générale, il y en a toujours. Bon, c'est pas grave. Quand je demande aux étudiants, ça va, j'ai jamais de réponse. Mais donc, je vous ai parlé de la contraction. Et ce que l'on sait donc de la contraction, c'est qu'en fait, ce sont des feuillets au sein du cœur. Vous allez retrouver des cellules qui sont extrêmement bien orientées. Et dans ces cellules, vous avez les cardiomyocytes qui génèrent une contraction et vous avez ce qu'on appelle des fibroblastes. Est-ce que c'est un terme qui vous parle, les fibroblastes? Les fibroblastes, ce sont des cellules qui vont synthétiser du collagène. Donc, c'est ce qui nous permet de ne pas ressembler à une méduse. Donc, le fait qu'on ait un tonus de la peau, etc. Et lorsque vous avez un infarctus du myocarde, ce que vous voyez ici,
vous avez une lésion et la première chose qui se passe, c'est que vous allez créer une cicatrice. Vous allez réparer votre tissu si vous survivez à l'infarctus. Si vous survivez à l'infarctus, vous avez fait une cicatrice et c'est une bonne chose. Vous devez faire une cicatrice. Le problème, c'est que à l'interface entre la partie qui contracte et la partie qui cicatrise, les forces sont différentes. Ça tire un peu dans tous les sens. Et ce que l'on constate, c'est qu'à cette interface, on génère une maladie qui s'appelle la fibrose. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la fibrose? Donc la fibrose, c'est l'autre tueur silencieux. Donc c'est génial. Si vous avez de la fibrose, c'est très très mauvais. Et donc du coup, on s'est penché sur la question parce que c'est un problème mécanique aussi de perception des forces. On s'est dit qu'on allait étudier ça. Et j'étudie ça avec les 3 charmantes jeunes dames qui sont là, qui sont mon équipe de choc sur la fibrose. Elles ont fait des photos exprès pour ça, on ne tracassez pas, c'est pas moi. Et donc on a une postdoc, on a une thésarde qui vient d'Ukraine, elle est arrivée donc juste après le début du conflit, on a réussi à la rapatrier, ce dont on est très fiers, soit dit en passant. Et on a une technicienne, Maria, qui s'en va pour aller travailler avec Pfizer donc dans leur équipe de recherche clinique. Ce qui est une bonne chose aussi, je pense que tout le monde doit pouvoir évoluer. Et pour vous donner une idée un petit peu de ce qu'on fait au laboratoire, c'est qu'on a décidé de faire des modèles de cicatrisation in vitro. Donc on a répliqué le processus de cicatrisation du cœur, donc ce que l'on voit ici, mais aussi de fibrose du cœur. Donc on a un modèle à la fois d'une bonne cicatrice et d'une lésion fibrotique. Et donc, on a pu caractériser ça en faisant de la microscopie, comme vous voyez ici. Mais très, très important, dans notre modèle, pour vous expliquer brièvement comment ça passe, on a fait un caillot de fibrine. Donc, c'est typiquement ce qui se passe quand vous faites votre infarctus. Vous avez de la fibrine qui est là, puis les cellules viennent, digèrent la fibrine, sécrètent du collagène et font une cicatrice. On a fait exactement la même chose. Ce que vous voyez là, c'est après quelques jours, les cellules, spontanément, à l'intérieur, ont fait une cicatrice en mangeant la fibrine. Donc là, ce que vous voyez, c'est du collagène, etc. Et ce qui est très, très intéressant, c'est qu'en partant avec les mêmes cellules, les mêmes facteurs chimiques, donc les facteurs inflammatoires, etc., mais simplement en changeant la façon dont les forces sont appliquées sur la cicatrice artificielle, on a fait ici une cicatrice qui est typique de la fibrose, trop riche en collagène. Et ici, on a une cicatrice qui est typique d'une bonne cicatrice. C'est une cicatrice avec des fibres élastiques, que l'on voit d'ailleurs ici très très bien. Ce sont des petites fibrilles qui permettent donc l'élasticité de votre cicatrice après l'infarctus et qui aident en fait à la vidange du cœur. Donc ça, c'est une bonne chose. Et donc, on a en fait les deux types de cicatrices. Et ce que l'on a observé, c'est qu'en fait, dans la cicatrice saine, on a des rétrocontrôles biochimiques qui sont attendus. Tandis que dans la cicatrice fibrotique, on observe en fait la suractivation de voies pro-inflammatoires, pro-sécrétoires, etc. Donc on a réussi à faire dans une boîte de culture des cicatrices bonnes ou mauvaises. Alors, on a étudié évidemment la question en long, en large, en travers. Et on a identifié donc des candidats cibles pour cibler en fait la fibrose. Et ça, c'est un projet maintenant qui fait l'objet d'un spin-off. Je pense que vous voyez ce que sont les spin-offs, donc de valorisation, qui est porté par la postdoc que vous avez vu tout à l'heure, Charlène. Et ce que l'on sait, c'est qu'en fait, ce que l'on cible, donc c'est la fibrose en général, pas seulement cardiaque. Et on retrouve en fait de la fibrose en 45% des décès. La fibrose, c'est une dégénérescence de vos tissus par la production de ces cicatrices qui remplacent le tissu sain. Et grâce à nos modèles et grâce à notre compréhension des mécanismes qui différencient la cicatrice saine versus la cicatrice fibrotique, on a identifié un candidat médicament qui, vous voyez, c'est le petit point rouge ici, qui marche vachement mieux que tout ce qui existe. C'est ce qu'on espère, évidemment. Et donc, du coup, on est à ce stade-ci, on continue de lever des fonds. Donc, si jamais vous avez trop de sous dans le public, n'hésitez pas, on cherche encore des investisseurs privés. Vous pouvez me contacter après si jamais.
Mais le but ici, et je pense que c'est très important, c'est qu'on fait énormément de recherche fondamentale au laboratoire, de la recherche transversale avec les cliniciens, mais à l'ULB, il y a aussi cette capacité à pousser les chercheurs à faire de la valorisation. Donc c'est bien d'avoir des résultats, mais si ça n'atteint pas le public, si ça n'atteint pas le patient, à quoi ça sert? Donc du coup, je me lance un petit peu là-dedans. Je ne suis pas un expert, je vous avoue que je suis totalement perdu. J'ai vu qu'il y avait des gens de Solvay là-bas, donc il faudra peut-être que je prenne des cours accélérés pour survivre. Mais voilà, donc il y a de l'espoir ici aussi. Alors, le dernier petit point, je pense que j'ai encore un petit peu de temps. Oui. Donc le dernier petit point, ça c'est assez spécial parce que je vous ai expliqué que les forces vont être senties par les cellules ou les organes et mener à des adaptations. Alors je ne suis pas ingénieur de formation, mais je donne cours à Polytech et il se trouve qu'il y a tout plein d'étudiants là-bas qui cherchent à faire des mémoires. Et j'ai eu la chance donc, de rencontrer, je vous la montrerai un peu après, une ingénieure qui est venue avec un chirurgien, avec une idée. On a fait un projet un petit peu particulier. Quand vous faites un infarctus, la plupart du temps, ça va déboucher vos coronaires et ça va aller. Pas trop de problèmes si vous n'êtes pas trop loin de l'hôpital. Si ce n'est pas un trouble du rythme et qu'on a fait la CPR comme il faut, ça devrait aller. Mais dans certains cas, on a des patients qui arrivent en état de choc cardiogénique. Donc ça, c'est la forme la plus grave de la dysfonction cardiaque. C'est celle qui est réellement, on a deux doigts de ne pas savoir quoi faire. Et dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est en fait que le cardiac output est tellement bas que ça mène à une dysfonction de tous vos tissus, parce que vos reins sont plus perfusés, vos poumons sont plus perfusés, vous avez aussi votre système immunitaire qui est hyperactivé, qui mène à... C'est une cascade sans fin de problèmes. Et ces patients-là, malheureusement, il y a un taux de décès assez élevé à l'arrivée à l'hôpital. Et pour ceux qui arrivent, ou pour ceux où le service médical d'urgence bénéficie de ce type de machine dans l'ambulance, donc ce que l'on va faire, simplement les mettre sur un système cœur-poumon artificiel qui est en dehors du corps. Pour essayer de maintenir la perfusion de sang oxygéné du rein, du foie, de tous les organes du cerveau notamment. Donc ces machines, c'est ce que l'on appelle des ECMO, des extracorporeal membrane oxygenation. Et ici, vous voyez, ici vous avez du sang artériel, là vous avez du sang veineux. Vous voyez la différence de couleur entre les deux? C'est parce qu'ici vous avez une membrane qui permet les échanges gazeux. Ensuite, quelque part, je ne la vois pas, la pompe, elle est derrière, elle renvoie en fait le sang à l'intérieur du patient. Donc la façon dont ça marche, c'est que le sang veineux est drainé via une pompe qui envoie ça donc dans une membrane qui réoxygène le sang, qui récupère le CO2 et qui le renvoie donc dans l'artère fémorale. Et comme ça recircule. Okay. C'est facile à mettre en œuvre dans le sens où on doit juste aller mettre 2 canules au niveau des vaisseaux de la jambe. Ça nécessite quand même de faire une petite chirurgie. C'est pas simple, c'est pas vous et moi qui allons faire ça sur le site. Mais ce n'est pas non plus une pompe qu'on va mettre à l'intérieur du cœur. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est relativement peu coûteux. Alors, oui, l'INAMI, il doit faire des bons comme ça quand ils reçoivent la facture. Mais bon, ce n'est pas non plus quelque chose de dramatique. Et comme la perfusion de cette pompe, c'est 6 litres par minute, c'est comme si votre cœur était en excellent état, vos organes, ils sont contents. Il y a tout qui fonctionne bien, votre cerveau, vos foies, vos reins, donc c'est magnifique. Le seul problème, je vais vous expliquer après, c'est que le cœur, il n'apprécie pas. Et on peut rester des semaines. Donc, il y a des gens en soins intensifs qui sont là-dessus pendant des semaines. Donc, ça maintient le patient en vie, donc ça fait son job. Problème. Il y a 2 problèmes avec ce type de machine. Le premier problème, c'est que le cœur, qui est en fait le tissu qui est affecté du patient, lorsque l'on perfuse avec cette machine 6 litres de sang au niveau de la fémorale, la pression remonte jusqu'au niveau du cœur et maintient en fait les valves fermées. Ce qui se passe alors, c'est que la perfusion des coronaires n'est pas optimale. Donc le tissu cardiaque n'est pas perfusé correctement. En plus, le cœur ne contracte plus.
Ça, c'est pas une bonne chose. On a parlé de la fibrose juste avant. Imaginez quand même qu'il y a des trucs qui se mettent en place. Et ce que l'on sait, c'est que pour ceux qui survivent, à 2 ans, il y a 50% de mortalité. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez dramatique. Et on suppose que c'est principalement à cause de ce problème. L'autre problème aussi, ces patients sont en soins intensifs. Ce sont des gens qui sont débordés. La crise Covid nous a bien fait comprendre qu'être infirmier aux soins intensifs, ce n'est pas un job de rêve. C'est non-stop, non-stop, non-stop. Ces patients-là sont des patients qu'on doit surveiller constamment parce qu'ils sont à deux doigts de mourir. Et le gros problème que l'on a, c'est que quand on met un patient dessus, sur l'ECMO, on ne sait pas quand on peut l'arrêter. Donc la façon dont ça marche, on tourne un bouton, je vous jure, moi quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit, c'est quand même pas possible. Donc on tourne un bouton et c'est un petit peu... On remet le truc, on attend un peu. Non, c'est littéralement ça en fait, c'est pas high-tech. Quand on voit la machine, on se dit, mais on est dans un film des années 70, quoi. C'est pas high-tech du tout, mais ça marche, donc du coup, on va pas le changer si ça marche. Et donc, l'équipe de choc, voilà, donc Chloé ici, mais surtout, et c'est très important, le professeur Van den Eyden, qui est le chef de service en chirurgie cardiaque à Erasme, c'est celui qui s'amuse à changer les cœurs de place, etc., sont venus avec l'idée que pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une ECMO qui est intelligente, qui adapte un peu son débit en fonction de ce que le patient a besoin. Donc ça, c'était l'idée, hein, la mise en pratique. Encore une fois, on m'avait dit que ce serait facile, mais ça n'a pas été facile, évidemment. Et c'est elle qui a fait tout le boulot, donc c'est Chloé. Et il faut dire aussi qu'on travaille avec les 2 services de soins intensifs de Saint-Pierre et d'Erasme. Donc c'est quand même une des très grosses équipes. Et on a mis au point donc ce système donc, qui permet d'adapter la perfusion de l'ECMO en fonction des besoins du patient. Donc, pas de trop, ni trop peu. Ça a fait l'objet d'un dépôt de brevet. Mon premier, ça a été chiant à écrire, autant vous le dire. J'espère ne pas en avoir de trop à écrire, parce que ce n'est pas comme un article scientifique, c'est juste horrible. Et donc, ce qui se passe, c'est que dans notre système adaptatif, en adaptant la perfusion, on réduit la pression au niveau donc, de l'aorte et on permet à la valve de s'ouvrir, on permet au cœur de refonctionner. Donc ça, c'est vraiment le bénéfice donc, que l'on cherchait. Donc on a une meilleure perfusion du myocarde. On espère que les patients à 2 ans auront un meilleur taux de survie. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on espère. Alors on a déjà fait des expériences, mais pour vous montrer, simplement, on a fait ça sur des cochons. On ne pouvait pas aller chez des patients et commencer à bidouiller avec des machines, ça ne se fait pas. Donc, encore une fois, je pense que certains d'entre vous sont contre l'expérimentation animale, ce n'est pas grave. Chacun a le droit d'avoir son opinion. Mais on n'aurait pas pu tester la machine si on n'avait pas utilisé un cochon ou 2 pour vérifier qu'on n'allait pas tuer un patient derrière. Donc, on a fait ces expériences sur des cochons. Je vous rassure, elles étaient sédatées, antidouleurs, la totale, on les a chouchoutés. On n'est pas des barbares. On a d'abord commencé sur un animal sain. L'idée, c'est que si je vous prends, madame, que je vous mets des canules d'ECMO, votre cœur, normalement, fonctionne correctement. Donc, normalement, la machine doit s'arrêter parce que vous n'en avez pas besoin. Et donc, c'est ce qu'on a validé dans un cochon. Au bout d'un certain temps, la machine s'arrête parce que les paramètres biomécaniques du cochon, tout était au vert et elle s'est juste arrêtée. L'idée ici, c'est que normalement, quand le patient va récupérer, la machine va s'arrêter automatiquement, ou en tout cas descendre en dessous d'une certaine valeur. L'autre chose qui est aussi très importante, on a fait des chocs cardiogéniques chez le cochon, on était obligé de le faire avant de pouvoir passer sur les patients. Donc on a induit des infarctus sévères et on a connecté la machine au taux maximum qui était possible chez le cochon. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, la machine s'est stabilisée après 1 heure ou 2 à des valeurs qui sont beaucoup plus basses que ce qu'on met traditionnellement chez le patient. Donc, en clinique, à l'heure actuelle, on surperfuse les patients par rapport à ce qu'ils ont besoin. Donc déjà, cette information va permettre probablement d'adapter les protocoles cliniques. Et surtout, ce qui est très, très intéressant, c'est que malgré que le cochon soit dans un sale état, c'est vraiment des gros infarctus, on a dû faire des tests d'injection de substances comme on fait aux soins intensifs. On n'a pas tué le cochon.
Ouais, bon, à la fin, on a dû le tuer malheureusement, parce qu'on a dû terminer l'expérience. Mais on a maintenu le cochon en vie pendant 24 heures, ce qui était le but. Donc ça veut dire que la machine, elle est totalement sûre, elle fonctionne, elle s'adapte en fonction donc, de ce que le patient, ou dans ce cas-ci, le cochon a besoin. Et donc ça paraît un peu différent de ce dont je vous ai parlé avec les maladies, l'hypertension ou autre, mais tout est basé sur l'homéostasie mécanique aussi. L'idée est de maintenir les paramètres de pression, les paramètres de contraction cardiaque dans des valeurs qui sont correctes pour l'organisme et de simplement connecter tout ça à une machine qui va faire en sorte de ne pas altérer ces paramètres. Donc on reste quand même toujours un petit peu dans la même philosophie. Alors, on a enfin terminé. Donc, tout ce que vous devez retenir aujourd'hui, c'est ça. Donc les quatre messages-là, ça me ferait vraiment plaisir si vous retenez ça. Premièrement, c'est que les forces mécaniques jouent un rôle important dans le système cardiovasculaire. J'espère que je vous ai convaincu de ça. C'est très important. C'est pas uniquement l'adrénaline ou les bêta-bloquants. Enfin, vous voyez, il y a d'autres choses qui sont là. Vos cellules perçoivent des forces mécaniques, la fameuse mécanotransduction. Elles les intègrent. Ça induit des remodelages, ça induit des changements génétiques parfois. Alors, les pathologies, ça résulte soit de forces anormales, on change les forces, ça induit un remodelage, soit d'un problème dans la perception des forces. On l'a vu avec les maladies génétiques, dès qu'il y a un gène qui est impliqué dans la perception des forces, ça part en sucette. Okay. Et les futures thérapies doivent prendre en compte la perception des forces. À l'heure actuelle, il y a, je dis une bêtise, il y a quand même 1 ou 2 traitements qui sont en développement clinique qui ciblent la mécanotransduction, notamment les intégrines. Mais quand on regarde la pharmacopée actuelle, 99,9% ne cible pas les mécanotransducteurs, ce qui est ahurissant. Simplement parce que c'est un domaine qui est en phase de développement et on espère pouvoir proposer d'autres solutions. Donc ça, c'est très important. Et je termine sur quelque chose de peut-être encore plus important. Donc nous avons la chance d'avoir un représentant de la Fondation ULB. Est-ce que vous connaissez tous la Fondation ULB? Non. Donc la Fondation ULB, c'est un organisme, une ASBL, je dis une connerie, Luc? Fondation d'utilité publique, voilà. Donc, qui est associée avec notre université et qui a pour fonction de financer la recherche de pointe. Donc, ils ont un site internet qui s'appelle fondationulb.be et qui reprend toutes les explications, évidemment. Vous voyez que notre cher prix Nobel fait une citation qui est très à propos, c'est qu'en fait, si on ne soutient pas la recherche fondamentale, on ne va pas faire de progrès. Et donc, moi, en ce qui me concerne, ce mécénat, ça m'a permis de financer certaines des recherches que je vous montre aujourd'hui. Je pense que vous avez compris que je pars un peu dans tous les sens. Mon but dans la vie, c'est pas d'être l'expert de la protéine A dans la maladie B, d'avoir un prix Nobel dans 30 ans, je m'en fous. Je n'aurai pas de prix Nobel, donc autant finalement répondre à des questions qui m'intéressent. Mais c'est très, très compliqué de se lancer dans des choses un peu farfelues quand il y a un clinicien qui vient avec une ingénieure qui s'asseye dans votre bureau et qui vous dit « je veux faire une ECMO intelligente ». Avant qu'on me donne les sous pour faire ça, je vous garantis que ce n'est pas simple. Et donc le mécénat, ça permet en fait de fournir parfois les fonds de démarrage, la petite étincelle qui permet à ce type de projet de démarrer. Après, quand ça fonctionne, on a des subsides, etc. Donc c'est très, très important. Alors, mon groupe, c'est le groupe biomécanique cardiovasculaire, mais il y a aussi 25 autres groupes. Alors, vous pouvez les soutenir, hein, c'est pas tellement ça, ils font des bonnes choses quand même, mais voilà. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez considérer. Vous avez un représentant de la Fondation si vous voulez lui parler. Ils ont des fiscalistes aussi, donc n'hésitez pas, parce que c'est un moyen de soutenir la recherche au sein de votre université.